Merci beaucoup. Et tout d'abord, merci pour cette invitation qui m'honore et qui me réjouit. Et merci beaucoup à toutes et à tous d'être là et aussi engagés un samedi matin. Donc moi, en ce qui me concerne, je vais déplacer un petit peu le curseur et je vais m'intéresser aujourd'hui à la voix de l'enseignant dans le discours pédagogique qui fait partie d'une de mes orientations de recherche qui sont plurielles. Alors je vais commencer... Voilà. Alors voilà un petit plan de ce que je vais vous présenter ce matin. Je vais commencer peut-être par évoquer un certain nombre de points qui ont été à l'origine de mon intérêt pour cette thématique. Faire un petit focus sur la voix, cet objet que nous méconnaissons pour beaucoup. Et puis ensuite tenter d'articuler un certain nombre de points et de caractéristiques qui permettent de croiser la voix projetée, la prosodie et le discours pédagogique en vous proposant des résultats d'un projet de recherche sur des questions telles que le registre vocal des enseignants, les décrochages intonatifs qu'on peut observer dans le discours pédagogique, quelques phénomènes liés à la proéminence de certaines unités lexicales et puis la manière dont les enseignants gèrent quelques unités dans une visée de ponctuation du discours. J'ai entamé en fait ce projet de recherche dans le cadre des relations très étroites entre mon laboratoire à Grenoble, le laboratoire de linguistique et de didactique des langues étrangères et maternelles, et le Centre universitaire d'études françaises, le QF de Grenoble, qui accueille et qui forme des apprenants de français langue étrangère et seconde et des enseignants et formateurs. L'idée étant d'essayer de faire des croisements entre la recherche, le terrain et la formation. Et l'idée étant, dans le cadre d'un projet comme celui-ci, de voir ce que nous pouvons transposer en termes de formation initiale et continue des enseignants. Et je serai très intéressée par avoir vos retours par rapport à tout ce que je vais présenter aujourd'hui. Alors, l'entrée principale, c'est le discours pédagogique qui est en train de devenir depuis quelques petites années un objet d'étude privilégié dans plusieurs disciplines, en sciences de l'éducation notamment, mais aussi en sciences du langage. Je peux citer les travaux de Parpet, de Bouchard par exemple, qui essayent de décortiquer les différentes caractéristiques du discours pédagogique sur plusieurs plans. Le caractère complexe et polyphonique de ce discours attire l'attention d'un certain nombre de spécialistes, notamment par rapport aux différentes fonctions de ce discours pédagogique en lien avec le rôle de l'enseignant dans la classe, puisque l'enseignant informe, l'enseignant anime, l'enseignant étaye, il explique, il encourage, il évalue aussi, et donc l'analyse de ce discours pédagogique permet de mettre en avant la multiplicité des rôles de l'enseignant dans la classe et permet aussi de faire prendre conscience aux enseignants en formation initiale et continue de l'importance stratégique de cet outil professionnel très précieux pour le bon déroulé de l'action enseignante. Alors, j'entre aussi par la voix et par la prosodie pour une multiplicité de raisons. Alors, je suis phoneticienne à la base, donc ça fait plus d'une trentaine d'années que je m'intéresse au signal sonore et à la dimension acoustique, phonétique et phonologique de la production. On connaît l'importance de la prosodie pour la hiérarchisation de l'information
et en particulier dans le cadre, dans des contextes professionnels dans lesquels la voix est utilisée comme instrument de travail, par exemple chez les enseignants, chez les avocats, chez les journalistes, chez les politiques, etc. Et il m'a paru intéressant de mettre en lumière et d'expliciter les modalités de hiérarchisation de l'information dans ce discours prosodique à travers la voix, dans ce discours pédagogique, aussi bien à travers la voix qu'à travers la prosodie. Et il m'a paru aussi intéressant d'articuler les différentes dimensions à travers lesquelles on pouvait analyser et décrire ce discours, par exemple le lien entre l'intonation, la syntaxe, la sémantique et la pragmatique, et voir un petit peu comment un enseignant dit expert pouvait articuler tout cela dans une visée pédagogique optimale. Alors, je voudrais commencer par faire un focus sur la voix. Sur la voix, cet objet que nous méconnaissons entre guillemets, qui dit énormément de choses de nous, mais peut-être qui dit beaucoup plus à autrui qu'à nous. On sait que notre voix est notre porte d'entrée dans le cadre d'interactions, quelle qu'elle soit, ordinaire ou pas. C'est notre carte de visite, mais notre voix est sans doute beaucoup plus connue et reconnue par autrui que par nous-mêmes. Et un petit exemple, on sait très bien que lorsque on s'enregistre, on a beaucoup de mal à se reconnaître et à s'identifier. Alors, et on a beaucoup de mal aussi à imaginer et à intégrer le fait que lorsque nous entendons notre voix, nous l'entendons entre autres à travers la conduction osseuse, alors que autrui l'entend uniquement à travers la transmission entre notre organe de phonation et la réception auditive. Et donc déjà c'est une première, il y a une première raison d'étonnement qui est très intéressante lorsqu'on confronte les individus à leur propre voix. Notre voix, c'est aussi le miroir de notre identité, notre signature sonore, comme disait Gabriel Konopczynski, qui a beaucoup travaillé sur la voix et notamment sur la construction de notre voix d'une manière très précoce. Chez l'enfant, notamment entre 0 et 12 mois. Et donc, cette signature sonore qui est aussi très complexe à décrire sur le plan acoustique et objectif et dont l'ensemble des caractéristiques acoustiques sont particulièrement difficiles à répertorier. C'est aussi une porte ouverte vers notre intimité et notre état psychique et affectif. N'importe lequel ou laquelle d'entre nous qui dit allô au téléphone est capable de reconnaître l'état psychique et affectif et physique d'une personne qui lui est proche. Et beaucoup de personnes de notre entourage évitent d'appeler une mère intrusive, par exemple, pour éviter de s'entendre dire « ta voix est fatiguée, qu'est-ce qui t'arrive ce matin ?» La voix, c'est aussi un puissant outil, instrument d'affirmation de soi. Et c'est un élément qui va revenir d'une manière très importante dans des contextes d'utilisation professionnelle, notamment chez les enseignants, et notamment chez des enseignants, pas forcément débutants d'ailleurs, débutants ou expérimentés, qui ont des problèmes de sécurité, de confiance en soi, et qui vont avoir beaucoup de mal à assumer le fait que la voix est un outil professionnel et leur voix va permettre d'affirmer leur position haute dans un contexte professionnel. Notre voix peut aussi exprimer et exprime très souvent ce que nous ne verbalisons pas. Notre voix peut dire l'inverse de ce que nous verbalisons.
Notre voix, c'est aussi le moyen d'exprimer toute une série d'implicites personnels et culturels, d'ailleurs, qui sont très importants à prendre en compte. La voix, c'est aussi le véhicule de nos émotions. On peut avoir la gorge nouée, on peut rester sans voix, on peut avoir le souffle coupé dans toute une série de situations de notre vie personnelle et professionnelle. Notre voix peut aussi nous servir dans une multiplicité de situations dans lesquelles nous allons montrer nos capacités d'adaptation, de théâtralisation. Par exemple, lorsque nous adaptons à des situations dans lesquelles nous parlons avec un bébé ou nous parlons avec notre animal domestique, où nous allons moduler notre intonation, notre qualité vocale, ou alors lorsque nous racontons une histoire le soir, où nous allons imiter ce que nous nous représentons être la voix de la chèvre de Monsieur Seguin, la voix du loup du petit chaperon rouge, etc. Et donc notre voix peut aussi être une porte ouverte vers l'imaginaire, vers le rêve, etc. Alors, notre voix fait aussi intrinsèquement partie de notre corps et de notre être, et ça a déjà été évoqué tout à l'heure. Il y a une connexion très étroite entre notre voix, nos mimiques, nos attitudes, nos gestes et notre corps d'une manière très générale. Moi, j'aime beaucoup les travaux d'une phonéticienne spécialiste du rythme de la parole en français, qui est aussi comédienne et qui a conçu pendant des années des spectacles à destination des enseignants pour les sensibiliser au rythme et à l'intonation de la parole et de la voix, et pour les sensibiliser à l'articulation entre la macrokinésie et la microkinésie. Par exemple, on sait très bien que lorsqu'on fait des gestes amples, nous allons nécessairement ralentir notre débit, alors que lorsque nous faisons des gestes très brusques, très rythmés, etc., notre voix va automatiquement se calquer sur les mouvements globaux de notre corps. Donc c'est une dimension aussi qui est très intéressante, et qui est très intéressante du point de vue de l'enseignant, parce que la manière dont l'enseignant va se mouvoir dans l'espace, la manière dont l'enseignant va utiliser les gestes, les mimiques, les attitudes dans une visée stratégique sur le plan pédagogique, va aussi être intéressante à prendre en compte, parce que ce sont des stratégies qui peuvent entraîner aussi la voix, et qu'on peut utiliser avec des enseignants débutants ou non experts de l'utilisation de leur voix dite professorale. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors pour finir aussi par rapport à la voix, avant d'arriver sur la voix professorale, je trouve intéressant aussi de considérer la voix selon une triple, au moins, construction. On sait que notre voix revêt une construction intime, puisqu'elle permet de rassurer, de consoler, d'encourager, etc. Mais aussi, je n'évoque que les dimensions positives, mais on peut aussi évoquer toute une série de dimensions négatives. Notre voix, c'est aussi une construction sociale. On s'attend à ce qu'elle soit conforme par rapport à notre statut et à nos fonctions. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut beaucoup observer dans des professions très visibles et très médiatisées. Par exemple, on connaît tous des politiques, hommes et femmes, qui ont des voix fluettes, qui ne correspondent pas nécessairement à la posture et aux fonctions occupées. On sait aussi que les politiques, pour rester sur
enfin, ce paysage un peu spécifique dans lequel le voix a une importance absolument primordiale, les politiques se forment, notamment lorsque ils ou elles sont amenés à prendre des fonctions très élevées socialement. Alors notre voix est aussi une construction culturelle. Il y a des modes dans certaines sociétés plus que d'autres. Moi j'aime beaucoup, pour illustrer, on peut montrer par exemple la fameuse voix craquelée qu'on peut beaucoup observer dans certains milieux aux États-Unis, par exemple, et qui dit beaucoup de certaines modes, de l'image que nous avons envie de renvoyer de nous-mêmes. How's everybody doing? Do you know what this is? This is called vocal fry. Let's talk about vocal fry, the good, the bad, the ugly. When we're talking, vocal fry tends to be something that people find a little bit annoying when it's overused. Often we refer to the Kardashians when we're talking about vocal fry. Voilà. Et alors, je montre cet exemple qui est un petit peu extrême, mais on sait que dans la vie quotidienne, auprès de nos jeunes, auprès des artistes, à la télévision, à la radio, on a souvent, on peut avoir des artistes qui s'expriment sur la manière dont ils vont manipuler leur voix et dont ils vont faire de leur voix une caractéristique ou une marque spécifique. Par exemple, l'artiste Garou s'était exprimé il y a quelques années sur la manière dont il façonnait sa voix d'une manière très spécifique. En tout cas, notre voix dit beaucoup de nos appartenances culturelles. Voilà, là j'ai une citation d'Anne Karpf qui dit joliment: mes habitudes vocales traduisent mes origines rurales ou urbaines, ouvrières ou huppées, aussi certainement que les règles de prise de parole que je respecte ou enfreins. Je parle avec ma voix, mais ma culture parle avec moi. Alors on peut évoquer cette dimension-là en lien aussi avec des questions de sécurité linguistique et des questions comment dire, on en parlait tout à l'heure, des questions de sécurité sociale et d'insécurité éducative. Par exemple, on sait très bien que certains jeunes dans des banlieues défavorisées en France suivent des cours de français langue étrangère, de phonétique, de prosodie, qui sont théoriquement destinés à des apprenants de langue étrangère parce qu'ils s'estiment illégitimes dans leur production orale, aussi bien à travers leur voix qu'à travers leur articulation et leur prosodie, et donc ils sont obligés de se formater et de se standardiser, par exemple, pour être légitimes sur le marché du travail. Et donc là, on a affaire à des questions liées à des notions qui sont décrites depuis quelques petites années, comme la glottophobie, par exemple, le rejet de certains accents, qui passent aussi par ces questions de standardisation de notre voix et de notre prosodie notamment. Alors, la voix est un outil qui est utilisé, qui a des fonctions extrêmement variées, notamment dans le cadre de la communication, de l'interaction sociale. C'est aussi, comme je l'ai évoqué, un outil de travail très important qui permet d'argumenter, de persuader, de convaincre, mais qui permet aussi, et là on entre un petit peu plus dans la voix de l'enseignant, qui permet de capter l'attention et de la maintenir. Et on va voir quelques exemples. Et d'ailleurs, nous toutes et tous qui sommes des enseignants et des formateurs, nous savons très bien que c'est à travers notre voix, mais aussi notre regard, notre corps, que nous allons chercher à attraper le groupe ou à
retenir ou à ramener des élèves ou des apprenants dont l'attention commence à s'évader un petit peu. La voix aide aussi à la compréhension, en tout cas elle est utilisée comme telle par l'enseignant, elle peut être aussi utilisée comme aide à la motivation. En tout cas, moi ce qui m'intéresse dans cette orientation de recherche, c'est la manière dont la voix de l'enseignant peut être un outil au service de la pédagogie. Et donc, il me paraît fondamental de permettre à l'enseignant, dans une approche réflexive, de conscientiser cela, parce que ça peut éviter, je pense, des petits loupés, et ça peut permettre une optimisation peut-être de l'efficacité avec certains publics, et puis ça peut permettre aussi de pallier des états de fatigue, de se préparer d'une manière beaucoup plus efficace pour éviter la voix qui casse et pour éviter peut-être des pathologies beaucoup plus lourdes lorsque on va un petit peu plus loin que ce que nos capacités affectives, biologiques nous le permettent. Alors, comment appréhender la voix? Je voulais juste, ne sachant pas trop à quel public je m'adressais, pour vous donner quelques exemples sur ce que nous cherchons à explorer comme critères dans les travaux que nous mettons en place. On prend en compte tout d'abord le registre vocal, c'est-à-dire l'étendue fréquentielle des voix des enseignants. Là, je vais vous faire écouter un extrait d'une méthode extraordinaire qui est apparue il y a plus de 30 ans, les accents des Français, d'un groupe de phonéticiens que je trouvais extraordinaire, piloté par Carton à Nancy, et où on a un corpus représentant une très grande diversité d'accents de français et de voix de français. On va entendre cette production, par exemple, qui est caractérisée par un registre vocal très important, avec des minima et des maxima fréquentiels assez impressionnantes, mais peut-être pas si éloignées que cela de certaines voix d'enseignants. On écoute. Bonjour Chou, m'a-t-elle dit, elle était dans le noir, elle était en train de penser. Elle m'a dit, vous savez qu'il est arrivé des choses ahurissantes à Gismond. Si j'ai voix ni balle, vous êtes odieux. Elle dit, vous connaissez Gismond. C'est une fille absolument sensationnelle. C'est une fille qui a dépassé Picasso depuis très longtemps. C'est une fille qui fait un coup de marteau. Je ne sais pas si vous avez assez entendu, c'était un petit peu flou. En tout cas, là, on a un registre fréquentiel très important. Et puis, on a cette voix craquelée qu'on a entendue tout à l'heure d'une manière beaucoup plus exagérée. Ce qu'on va viser aussi, ce sont les variations mélodiques, ce qu'on peut rapprocher, entre guillemets, de la musicalité de la voix. On peut aussi viser le timbre de la voix des enseignants, avec des voix plus ou moins claires, plus ou moins sombres, des voix très profondes, très rauques, des voix de fumeurs, etc. On va viser aussi le débit de parole, avec des variations très importantes du débit qui vont avoir une visée pédagogique. On va aussi s'intéresser à l'intensité sonore, des voix fortes ou des voix faibles. Les voix d'enseignants ne sont pas nécessairement toutes très fortes et ne portent pas toutes nécessairement. Et on connaît des enseignants qui ont beaucoup de mal à projeter leur voix et qui ont beaucoup de mal à sortir de leur petite carapace et de leur petit espace protecteur. Et là encore, ça n'est pas nécessairement corrélé à une expertise ou à une ancienneté quelconque dans le métier. Alors, quand on s'intéresse au discours pédagogique, on s'intéresse aussi nécessairement à ce que certains désignent comme étant la voix professorale ou la voix projetée, qui est une voix adressée à autrui, adressée à un auditoire, avec une volonté d'action pédagogique
en priorité. Là, par exemple, on a une illustration de cette voie pédagogique dans un exemple. Alors là, je ne peux pas vous faire écouter parce que je n'ai pas d'autorisation sur certains corpus pour faire une projection audio. Là, nous avons une enseignante qui arrive dans sa classe, qui discute avec les apprenants qui sont en train d'arriver, les uns après les autres. Bonjour, comment ça va? Donc là, j'ai une représentation de la variation de l'amplitude au cours du temps. Et puis là, j'ai la représentation en bleu de la variation du fondamental et en vert de l'amplitude. Donc on voit que lorsqu'elle est dans des échanges ordinaires, on est sur un registre fréquentiel assez bas. Et puis ensuite, là, on est dans les 200 à 200 Hertz pour la variation du fondamental, donc je ne suis pas très loin. Et puis ensuite, on passe à une intensité beaucoup plus élevée. Et surtout, on passe à une fréquence plus élevée parce que l'enseignante prend sa voix projetée pour s'adresser à sa classe. Bon, vous allez bien, vous avez passé un beau week-end, donc on a un va-et-vient et on peut avoir à plusieurs reprises dans le cours d'une séquence pédagogique des va-et-vient entre une voix ordinaire et la voix projetée, sachant que la voix projetée et la voix professorale, c'est celle que nous allons entendre le plus souvent et le plus fréquemment dans la classe. Alors, ce qui va être intéressant du point de vue de l'analyse strictement acoustique, ça va être de prendre en compte les schémas intonatifs, les pics et les creux intonatifs et la relation entre la dimension morphosyntaxique, sémantique et pragmatique, et la manière dont les enseignants vont jouer de cette dimension-là dans une visée pédagogique. J'en donnerai quelques exemples tout à l'heure. Ça va être aussi la manière dont l'accentuation va être utilisée parce que nous avons l'impression, lorsque nous sommes dans notre rôle d'enseignant, que accentuer va faciliter l'intégration de l'information par les apprenants. Ça va être aussi la manière qu'a l'enseignant de jongler avec son débit de parole en alternant des moments de ralentissement avec des moments d'accélération importants. Ça va être aussi la manière dont on va jongler avec la structure rythmique de notre production et la manière dont on va organiser notre production sur le plan temporel et la relation entre la durée des syllabes, par exemple, dans notre production. La manière dont on va jongler avec les pauses, qui peuvent être très longues, très fréquentes, beaucoup plus importantes que dans des interactions ordinaires qui ne supportent pas beaucoup de pauses très longues et très récurrentes. Et sachant que les pauses on sait que les pauses ont une fonction d'intégration, de mémorisation, d'assimilation du message qui sont vraiment très importantes. Et on s'en rend compte lorsqu'on est confronté, par exemple, à un conférencier qui a un débit extrêmement rapide, qui fait trop peu de pauses, et qui nous met en difficulté quand on est dans une situation de réception d'un message, notamment d'un message complexe. Mais ça ne veut pas dire que le fait de faire des pauses, silencieuses ou pas, peut être aidant. On peut avoir des pauses beaucoup trop longues dans une conférence, avec un débit beaucoup trop lent. On peut aussi avoir des tics langagiers au niveau des pauses. Par exemple, vous avez des gens qui ont des tics langagiers, que ça soit en remplissant les espaces par des locutions figées, comme par exemple du coup, si je me mets à dire du coup toutes les 20 secondes et demie, ça ne va pas du tout. Si je me mets à faire des pauses du type par exemple, etc., je vais complètement perdre mon auditoire. Donc il y a
une gestion stratégique particulièrement importante pour les pauses, qui sont absolument indispensables, notamment pour la construction syntaxique et la cohérence sémantique. Alors, je vais vous donner quelques petits exemples enfin, je vais illustrer plutôt, dans un premier temps, des variations de la structure temporelle et de la structure intonative. Alors là, à travers quelques échantillons de voix journalistiques, je vais vous faire écouter, par exemple, un premier échantillon dans lequel on a une variation temporelle très spécifique et tout à fait intéressante, avec des syllabes qui s'allongent au fil du temps. Dans un premier temps, nous avons une syllabe courte suivie d'une syllabe intermédiaire suivie d'une syllabe extrêmement longue, et ensuite on a une accélération du débit très importante et un allongement final. Et là, on a affaire à des voix de journalistes expérimentés qui savent varier l'ensemble des paramètres prosodiques de leur voix pour capter l'attention et pour transmettre l'information d'une manière spécifique. Donc on écoute, oui, je crois que c'est Yves Calvi, France Culture, il y a 25 ans environ. Voilà. Essayer d'en favoriser la démocratisation. On réécoute. Essayer d'en favoriser la démocratisation. Et donc là, on retrouve des schémas intonatifs qui sont caractéristiques de certains genres de discours en français et qui peuvent être très efficaces dans des contextes d'enseignement. Là, on a aussi le même journaliste, le même corpus, mais une représentation intéressante des pics mélodiques et sur quelque chose de vraiment extrêmement rythmé et tout à fait intéressant sur le plan accentuel et rythmique. Ah, pardon. Oups, non, il faut que je retourne. Hop, hop. Dernière étape, enfin, proposer des solutions pour le règlement. On écoute. Dernière étape, enfin, proposer des solutions pour le règlement. Et donc là, ce sont, c'est une manière intéressante de se rendre compte des pics et des creux, des accélérations et des accentuations. Alors, j'en arrive maintenant au discours pédagogique lui-même, donc il y a un objet d'étude de plus en plus important dans une perspective interactionnelle, qui est très important parce qu'il permet de rendre compte des différentes fonctions de l'enseignant dans la classe. Alors là, je vous renvoie vers toute une série d'auteurs qui ont travaillé sur la manière, par exemple, dont l'étayage était utilisé dans le discours pédagogique, la manière dont l'agir professoral et les actions didactiques étaient visibles à travers ce discours, la manière dont l'intention enseignante pouvait être aussi clarifiée, notamment à travers les stratégies intonatives et les indices prosodiques utilisés par l'enseignant. Certains auteurs travaillent aussi sur la relation entre la voix et le corps de l'enseignant, notamment alors un certain nombre d'auteurs, notamment Marion Tellier, qui à Aix-Marseille Université travaille énormément sur le corps de l'enseignant et sur la gestualité, etc. Alors, dans la littérature anglo-saxonne, beaucoup plus peut-être que dans ce qu'on peut faire dans ces domaines en France, on a une entrée dans le discours pédagogique qui est beaucoup plus systématique à travers la prosodie. Par exemple, on a des auteurs qui ont beaucoup travaillé sur la manière dont la voix et la prosodie étaient utilisées par l'enseignant dans le cadre de leur fonction de guidage de l'apprenant et d'étayage de l'apprenant
l'enseignement, notamment à travers des marques d'acquiescement, oui, 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 etc., dans des séquences dans lesquelles les apprenants ou les élèves étaient beaucoup plus acteurs et prenaient beaucoup plus la parole que ce qu'on peut avoir dans certains contextes pédagogiques en France. On a aussi des auteurs qui ont travaillé sur... Il faut que je le bouge beaucoup plus, désolé. On a des auteurs qui ont beaucoup plus travaillé sur l'alignement interactionnel entre les enseignants et les apprenants dans le cadre de séquences du type interaction, réponse et feedback. Et là, on retrouve l'adaptation qu'on peut avoir dans la vie quotidienne, par exemple, avec la voix de bébé. Quand on a un bébé ou quand on a un enfant, on a tendance à s'adapter et à s'aligner. De la même manière, certains auteurs donc, ont montré que l'enseignant pouvait aussi s'aligner à la production de l'élève dans une visée d'accompagnement, de sécurisation et d'aide à la prise de parole. Ce que d'autres aussi ont travaillé, ce que d'autres appellent aussi l'orientation prosodique concordante produite par l'enseignant en écho à l'apprenant. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi d'une manière hybride. Dorothée l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on travaille sur des interactions écrites, on va avoir des productions en écho, et de la même manière, à l'oral, on peut avoir des productions en écho entre l'enseignant et l'apprenant. Ce qui est important à travers ces travaux, c'est de montrer que les enseignants évitent de se mettre dans une rupture prosodique et vocale, et quel que soit le contenu, tendent à rester alignés avec l'apprenant sur le plan vocal. Et prosodique. Dernier point, dernière piste que je voulais évoquer aussi, c'est la manière dont, à travers la voix et la prosodie, les enseignants pouvaient exprimer une évaluation positive, donc une manière d'encourager et de sécuriser, là encore, l'apprenant à travers la réponse. Voilà, donc ce qui me semblait intéressant aussi à travers l'analyse de la dimension vocale et prosodique de la voix de l'enseignant, mais peut-être plus c'est peut-être plus pertinent dans les contextes dans lesquels moi je travaille que vous, mais on pourra en discuter tout à l'heure, c'est que mon terrain d'observation et d'études et de formation est celui de l'enseignement du français langue étrangère. Or, on sait très bien que l'oral est, entre guillemets, quand même le parent pauvre, mais il est de moins en moins parent pauvre parce que depuis une dizaine d'années, il y a énormément de choses qui se font sur l'oral. Néanmoins, il n'y a pas énormément de choses qui se font sur le discours pédagogique, alors que le discours pédagogique est celui auquel les apprenants sont le plus massivement confrontés dans la classe. Et l'imprégnation inconsciente que peuvent avoir les apprenants lorsqu'ils sont confrontés à la variation très importante qu'on peut observer chez leurs enseignants me semble très intéressante à prendre en compte. Alors là, je vais passer un petit peu vite, et donc je vais faire un focus sur. Donc, je vais vous montrer des résultats de recherche pour vous montrer aussi un petit peu comment on travaille et comment on peut aboutir aux conclusions qui nous permettent d'aller de l'avant. Alors, je me suis intéressée dans une de mes recherches aux macro-séquences monologales dans le discours pédagogique de l'enseignant. L'enseignant explique et l'enseignant prend son temps
pour énoncer, pour expliquer, pour illustrer, pour donner des exemples, etc. Donc, quand on travaille sur le discours pédagogique de l'enseignant, on peut choisir de s'intéresser sur ces séquences très longues, monologales, dans lesquelles l'enseignant n'est pas interrompu, comme on peut aussi choisir de s'intéresser sur les séquences interactives qui sont tout aussi intéressantes. Alors, les macro-séquences monologales, pour ce qui me concerne, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent de s'intéresser à la manière dont l'enseignant déploie une stratégie discursive non interrompue et sur la durée. Et c'est ça qui va nous permettre de nous intéresser à des phénomènes vocaux et prosodiques particulièrement intéressants. C'est ça aussi qui va permettre à certains spécialistes de s'intéresser aux contraintes qui se posent sur le contrôle de la voix projetée, notamment dans des contextes dans lesquels on a affaire à des classes nombreuses, à des classes dans lesquelles le silence n'est pas nécessairement acquis, et donc ce sont des situations dans lesquelles on peut observer un forçage de la voix particulièrement important, avec tous les risques liés à la voix comme principal outil. Alors, je vais illustrer mon propos en m'intéressant à 3 structures différentes qui me semblent caractéristiques de ce qu'on peut observer dans le discours pédagogique. Tout d'abord, les séquences explicatives de type X, c'est-à-dire Y, le triangle, c'est-à-dire la forme gna gna gna, la question, c'est-à-dire, etc. Des unités lexicales proéminentes et les mots-outils qui sont très fréquents et qui peuvent être même des tics langagiers chez certains enseignants. Alors, je vais me passer, enfin non, là, je passe pas, je me base sur un corpus de plusieurs dizaines d'heures collectées au Centre universitaire d'études françaises de Grenoble auprès de plusieurs enseignants de français langue étrangère qui ont accepté d'être enregistrés. Et là, je focalise sur les cours intensifs de niveau B2, sachant que j'ai une palette non explorée qui va du A2 au C1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Donc, voilà. Alors, ce qu'on peut dire tout d'abord, donc je vais commencer par évoquer le registre vocal des enseignantes observées, donc le registre vocal qui a été analysé à partir de données orales très, très importantes, très volumineuses, avec d'un côté une focalisation sur ce qu'on appelle le fondamental usuel, c'est-à-dire ce qui ressemble à notre voix de confort, qui est une voix assez grave, dans laquelle l'enseignant se pose. Et puis ensuite, le fondamental moyen, c'est-à-dire qui correspond à une valeur moyenne prise sur un échantillon donné. J'ai travaillé aussi sur les valeurs minimales et maximales du fondamental sur l'ensemble du corpus, et on obtient des résultats très intéressants. Là, je fais juste un extrait sur certaines voix. Là, j'ai représenté sur ce graphique le registre vocal sur des valeurs qui sont admises dans la conversation chez les femmes, par exemple des valeurs comprises entre 200 et 400 Hertz en moyenne, et par rapport à ces valeurs, les valeurs minimales et maximales observées chez les enseignantes dont j'illustre ici quelques résultats, avec des valeurs systématiquement beaucoup plus élevées que les valeurs fréquentielles observées dans la conversation ordinaire. Et ces résultats sont très intéressants comparés à certains autres résultats, par exemple sur le registre fréquentiel qu'on peut observer chez des femmes de pouvoir, des femmes politiques, ou des femmes qui occupent des positions clés dans des entreprises, par exemple, où on a tendance à considérer que
plus une femme a du pouvoir, plus elle va aller dans le bas pour asseoir son pouvoir, partant du principe que les voies de domination sont les voies masculines. Alors que là, c'est pas du tout ce qu'on observe dans les voies des enseignantes, puisque on observe une palette fréquentielle plus importante et allant plutôt vers l'aigu. Et on va observer dans le corpus, lorsqu'on va dans le détail, que les montées intonatives sont des montées qui accompagnent des ralentissements, qui accompagnent une accentuation importante sur certains éléments du discours, qui accompagnent certains ponctuants du discours, par exemple, et alors, et maintenant, etc. Et donc ces montées intonatives sont assimilées par certains travaux sur la palette fréquentielle des enseignants. Ces travaux, ils sont encore assez rares. Ils sont assimilés à une certaine expertise dans la voix des enseignants. Voilà, si je veux faire un petit récapitulatif, par exemple, je me réfère à des travaux qui montrent que dans la voix projetée, on observe des modulations qui sont peut-être beaucoup plus importantes, des modulations intonatives, qui sont peut-être beaucoup plus importantes dans la voix projetée que dans la voix dite ordinaire, et qui renvoient peut-être à un savoir-faire observé chez les enseignants expérimentés par rapport à des enseignants non expérimentés. Cela dit, il faut faire très attention par rapport à ce type d'affirmation, parce que par exemple, dans mon corpus, j'ai des enseignantes, une petite minorité d'enseignantes expérimentés qui ont beaucoup de mal à gérer ces modulations intonatives et qui ont beaucoup de mal à gérer la projection de leur voix et la sécurité que confère théoriquement la position haute de l'enseignant. Donc on peut aussi observer chez certains enseignants expérimentés une voix faible, une voix peu proéminente et une voix peu modulée, et donc ce sont des situations qui peuvent mettre en péril la position haute de l'enseignant. Et pour ma part, je connais certaines enseignantes débutantes, cette fois-ci, qui font du chant, qui vont voir des phoniatres, justement pour essayer de faire en sorte que leur voix soit plus adaptée à leur position sociale et à leur profession. Je vais passer maintenant à un autre point, les séquences de type X veut dire Y, X signifie Y, qui sont très très fréquentes chez les enseignants. Les enseignants expliquent, les enseignants transmettent des connaissances dans leur rôle un petit peu traditionnel. Et donc voilà, on observe ces séquences sur plusieurs exemples. Alors, le diplôme est valorisé, c'est-à-dire qu'on lui donne de la valeur. Pour résoudre ce problème, veut dire je ne sais pas quoi utiliser. Je pensais avoir mis autre chose et j'ai zappé, excusez-moi. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que nous avons des sortes de parenthèses intonatives qui permettent de poser des frontières et qui permettent de rendre compte d'une fonction très souvent utilisée dans un contexte pédagogique, et qui permet à l'enseignant de mettre en place une stratégie très, très éprouvée et très efficace au niveau de l'explication. Et ce qui est intéressant, c'est que systématiquement, on observe un repositionnement vers le bas sur le plan intonatif, avec un décrochage intonatif et une montée intermédiaire observée d'une manière extrêmement systématique, et quelle que soit la voix analysée dans le corpus. Alors ensuite, nous avons ce que j'appelle, en suivant d'autres auteurs, des unités lexicales proéminentes qui,
pour le coup, ne correspondent absolument pas à ce qui est attendu dans une production française standard ordinaire, mais qui est vraiment tout à fait caractéristique du discours pédagogique. Par exemple, ici, je vais vous rendre sur le Padlet, je voulais juste revenir. On a une amplification très importante et très, très atypique par rapport au français ordinaire, sur des syllabes successives, mais que nous faisons toutes et tous lorsque nous sommes en situation, dans une situation pédagogique qui nous amène à expliquer, à argumenter, à retenir l'attention. Ici, par exemple, on va poursuivre et puis il y a un décrochage parce que l'enseignante a perdu son mot et elle retrouve son mot, le travail, on va poursuivre le travail, etc. Et l'objectif, votre objectif, donc là, utilisation de l'insistance d'une manière très stratégique. Et il y a le corriger détaillé question par question, et donc on voit là des proéminences qui sont très intéressantes dans la manière dont elles sont réalisées à travers des rehaussements intonatifs très importants, des syllabes successives qui sont affectées, qui peuvent occuper plusieurs emplacements dans le groupe. Elles peuvent être observées en situation initiale, en situation médiane et en position finale, et qui sont des modèles qui sont très récurrents pour les élèves et les apprenants, et qui sont des modèles qui sont très fortement mémorisés par les apprenants et les élèves. Les élèves ont une capacité à imiter les enseignants et à s'approprier la production des enseignants qui est assez remarquable. Et donc, à travers ce travail, je me dis aussi que la conscientisation de cette dimension-là peut permettre aussi à l'enseignant d'orienter son discours pédagogique pas pour en faire un objet d'enseignement, mais en sachant que le discours pédagogique est aussi un objet d'appropriation important des savoirs et des savoir-faire pour les apprenants, quels qu'ils soient. Voilà. Et puis, dernier élément que je voulais aussi utiliser pour illustrer mon propos aujourd'hui, ce sont ces fameux mots-outils, alors, et donc, mais, etc., sur lesquels il y a une littérature tout à fait intéressante et qui permettent de ponctuer le discours, qui permettent de scander le discours et qui sont tout à fait intéressants dans la manière dont ils sont utilisés par les enseignants. Par exemple, ici, j'ai des extraits qui montrent alors, mais, donc, et donc vous voyez là en fait, ces unités sont précédées et suivies de pauses très longues, qui sont des pauses qui ont été des pauses beaucoup trop longues dans une conversation ordinaire, mais qui sont utilisées à des moments charnières, soit de la classe, soit de la séquence dans le cadre du passage d'une activité à une autre, et qui sont des moments de focalisation très importants dans l'interaction entre l'enseignant et l'apprenant. On ne le dirait pas, mais les apprenants sont fortement focalisés sur l'enseignant dans ces moments qui peuvent passer pour des moments très anodins, parce que ce sont des moments dans lesquels le silence est beaucoup trop important. Et donc, la manière dont ces éléments sont utilisés comme frontières, mais aussi comme outil de passage d'une activité à une autre ou d'une action enseignante à une autre, sont des éléments très importants pour clarifier les différentes fonctions du discours pédagogique.
Alors, pour clore et pour ouvrir aussi le débat, je pense, j'avais 45 minutes, voilà, ce que je voulais aussi vous soumettre à travers cette présentation, qui sont des questions que je me pose, mais qui sont aussi des questions qu'on se pose avec les enseignantes et les enseignants qui ont accepté de participer à cette étude dans le cadre d'une démarche collaborative. C'est tout d'abord la question des compétences vocales et prosodiques des enseignants. Existent-elles? Oui. Et quelles sont-elles? Quelles sont les compétences vocales et prosodiques attendues? Attendues par qui? Par les apprenants, par les enseignants eux-mêmes? Qu'est-ce qui relève du style vocal et du profil prosodique strictement individuel? Elisabeth Gimbretière a beaucoup travaillé sur le profil prosodique de l'enseignant, mais qu'est-ce qui relève aussi de la professionnalisation de la parole et de la voix? Et donc, qu'est-ce qui relève de l'utilisation stratégique de la parole et de la voix à des fins pédagogiques? Alors, tout à l'heure, j'étais très intéressée aussi en écoutant Dorothée et en écoutant les questions posées. Moi, mon propos vise l'enseignant. Il ne prend pas encore en compte l'apprenant, mais il est évident qu'il faut prendre en compte la relation et la concordance, ou alors la disconcordance ou disharmonie au niveau du style vocal et prosodique entre les enseignants et les apprenants. Que peut-on convertir en termes de formation initiale et continue, puisque ce projet a aussi une visée formative pour les enseignants et pour les apprenants, et qu'en pensent les enseignants eux-mêmes? Dans le cadre de ce projet, il est prévu aussi de mener des entretiens d'autoconfrontation et de confronter les enseignants à leur propre voix. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que j'en ai parlé avec une enseignante qui a fait partie de ce projet, qui est une enseignante qui fait beaucoup de théâtre, et qui travaille énormément sa voix, qui est une enseignante extrêmement expérimentée, et qui a été extrêmement étonnée d'entendre certains phénomènes de focalisation intonative et de variation, parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que ces phénomènes soient utilisés par elle, enfin ces phénomènes qu'elle met en œuvre dans sa pratique théâtrale, elle ne s'attendait pas à les voir utilisés de cette manière-là dans la classe. Alors que dans le corpus que j'ai la chance d'avoir et sur lequel je travaille, j'ai aussi une autre enseignante qui a aussi une pratique théâtrale et qui a une pratique de conteuse, et qui, elle, a une posture tout à fait différente par rapport à sa voie pédagogique. Et je me dis, il y a des éléments qui sont généralisables, mais il y a aussi des éléments qui sont strictement intimes et strictement individuels. Et je pense que notre voix, on ne peut pas en faire nécessairement ce qu'on veut et ce qu'on a envie de faire pour sa dimension intime dans la classe. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je serai ravie d'entendre votre retour. Merci beaucoup. Je ne doute pas qu'il y ait des questions. Tout ça est stimulant et passionnant. La question est qui commence? Christelle. Merci beaucoup Laura. Évidemment, j'ai une question. Merci infiniment. C'était absolument passionnant et voilà. Non, on pourrait en parler encore pendant des heures. Tout ce que vous avez en fait expliqué, ça me rappelle une observation que je fais souvent en classe quand je vais voir des enseignants stagiaires. Et si vous avez un grand corpus comme ça, je pense qu'il y a une petite étude peut-être qui serait très intéressante, c'est d'aller observer en particulier la façon dont les enseignants stagiaires donnent des consignes. C'est-à-dire, on est dans le domaine donc de l'injonction pédagogique, par exemple, fermez vos cahiers, ouvrez vos cahiers, levez-vous, prenez ceci, prenez cela. Et ce que j'ai observé, c'est que chez les enseignants stagiaires, on a très souvent des contours intonatifs montants, là où on attendrait de façon assez légitime des contours intonatifs descendants. Et donc, quand je rends visite à ces enseignants stagiaires, j'ai coutume de leur expliquer, de leur
montrer un petit peu ce qui se passe à cet endroit-là. Souvent, je le fais au moment d'une pause dans l'observation, et je leur dis maintenant, vous allez essayer de faire la même chose, mais en donnant des consignes qui seront non pas à l'impératif, mais plutôt avec une structure assertive de type « tu peux faire quelque chose », donc avec la modalité pouvoir, et en vous assurant que l'intonation est descendante. Alors déjà, c'est très très difficile, hein, vous parliez du contrôle qu'on peut avoir sur sa voix. Je pense que voilà, c'est tout un travail, hein, d'arriver à contrôler sa voix. Je fais partie des gens qui pensent que c'est possible. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne quand on demande à un enseignant stagiaire de contrôler sa voix pour aller d'une injonction de type donc un impératif avec quelque chose une intonation qui va bien malgré eux, je pense, vers le contour intonatif montant. Pourquoi ? Un petit peu parce que les débutants, je pense, vont être un petit peu en attente de validation des enfants, alors que ça ne devrait pas se passer comme ça, hein. Donc, et c'est très intéressant. Et je pense que vous parliez de convertir ceci en contenu de formation. Je pense que voilà, dire aux enseignants stagiaires de travailler à éviter les contours montants, à donner des consignes qui soient non pas de l'impératif pur, mais plutôt de l'assertion avec « tu peux faire quelque chose », c'est-à-dire mettre l'apprenant en position de pouvoir réaliser quelque chose, ça me paraît plus efficace. Voilà, au plan de l'efficacité. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci. Oui, non, merci beaucoup, mais c'est absolument passionnant. Vous avez parfaitement raison. Les consignes, c'est tout un monde. C'est tout un monde, les consignes dans la classe. Et justement, merci beaucoup pour votre intervention, parce que c'est justement en faisant le lien entre les différentes dimensions du langage qu'on peut faire de ces choses qui peuvent sembler un petit peu virtuelles, des objets d'étude et de formation. Et d'ailleurs, vous parlez les enseignants stagiaires. C'est vrai que cette demande de confirmation et cette demande de validation, qui se retrouve beaucoup dans les intonations montantes, est très difficile déjà, je pense qu'elle est très difficile à envisager d'une manière consciente par les enseignants. Et donc, on va avoir dans des consignes un schéma qui peut être aussi un petit peu un schéma narratif, comme on peut l'avoir. Moi, ça fait écho aussi à ce qu'on peut avoir avec certains apprenants de langue à qui on dit de raconter une histoire. Et donc, l'histoire on va avoir une succession de groupes avec des formes beaucoup trop montantes, parce que non seulement l'apprenant va raconter une histoire, mais en même temps, il va à chaque fois demander validation et demander confirmation. Et donc, quand on est dans une position haute, comme celle de l'enseignant, c'est sûr que c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci vraiment Laura pour cette intervention. Vraiment, ça m'ouvre moi en plus des perspectives énormes, et je fais lien avec plein de choses qu'on a dites tout à l'heure, et j'aimerais vous faire part de ces liens. Et notamment, tout à l'heure, on parlait de pratiques sociales de référence et de pratiques expertes. Et quand il a été question des métiers de la voix et des genres de voix professionnelle, je trouve que là, il y a vraiment quelque chose à ouvrir. Alors moi, je pense toujours sur le plan didactique, parce que c'est une vraie déformation, mais je crois qu'il y a vraiment, sur les pratiques sociales de référence, quelque chose à voir, sur les métiers de la radio, bien sûr, quand on travaille sur les interviews, sur le métier de conférencier tel qu'il a été décrit. Vraiment, là, pour moi, c'est passionnant. Après, je voudrais savoir si vous avez mis aussi en lien dans vos travaux la question des gestes langagiers didactiques, par exemple, de l'école de Bordeaux, notamment, ou d'autres, sur est-ce qu'il y a dans la voix un geste langagier, on en parlait tout de suite pour les débutants, qui serait possible à attraper en formation notamment, et de réfléchir comment. Et j'ai encore deux choses, et puis après je m'arrête. Il y avait aussi, c'est montrer à quel point ça m'a inspiré, la séquence explicative de tout à l'heure, et je me suis questionnée sur ces séquences de texte ou ces séquences de discours, qu'elles soient explicatives ou narratives ou descriptives ou argumentatives ou justificatives. Est-ce qu'on pourrait voir comme ça
j'allais dire une intonation, une voix, parce que j'ai la grammaire de l'intonation en tête aussi, sur ces différentes séquences de texte. Et là, on ouvrirait un champ absolument extraordinaire en termes de recherche. Et enfin, on parlait des enseignants, mais oui, j'aurais une attention à porter sur les apprenants et les élèves, et notamment dans l'oral, ce qu'on oublie souvent, c'est l'écoute. L'écoute, la compréhension, l'attention. Et on voit souvent ces élèves qui, en fait, dans la mélodie, je disais tout à l'heure que le continuum langagier dans la classe, c'est là partout, tout le temps. Et dans cette mélodie, ils vont repérer, non pas les mots, parfois, on se dit, mais ils vont repérer l'intonation à des moments charnières où ils pensent que là, c'est important, il faut écouter ou non. Et donc, peut-être, aller voir ce qui se passe du point de vue de l'écoute des apprenants serait peut-être pas inintéressant. Oui, tout à fait. Merci tout encore. À fait. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Alors, la première question, ce qui concerne la dimension sociale et professionnelle, oui, moi je pense qu'il y a énormément de choses à faire dans notre domaine, mais pas seulement. Et moi j'aime beaucoup voir dans ce qui est médiatisé, que ce soit chez les journalistes ou chez les politiques, quelques moments de bascule et quelques moments où la voix dit ce qu'on n'a pas envie qu'elle dise, par exemple. Ou alors, je vais vous donner un exemple. Je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais je me dis qu'un jour, quand j'aurai le temps, je reprendrai cet échantillon qui m'a toujours semblé extraordinaire. Alors, donc, les politiques sont un objet d'étude fascinant. Il y en a qui s'y mettent et c'est très intéressant. J'avais été frappée par le discours qu'avait fait François Hollande quand il avait annoncé qu'il ne se représentait pas à l'élection présidentielle. Il avait une intonation descendante. Il avait les sourcils tombants. Et moi, j'écoutais cela, indépendamment de tout engagement politique. Et moi, je me disais, mais il faut que quelqu'un lui dise, malgré tout, le renoncement était présent dans le corps, dans la voix, dans les gestes. Et moi, ça m'a semblé un moment absolument fascinant sur l'articulation entre la forme, le fond, la macro-kinésie, la micro-kinésie. Voilà, alors avec tout le respect que je dois pour tous nos politiques qui sont confrontés, et qui ont le courage d'être confrontés au regard de millions de personnes, mais vraiment, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Alors ensuite, oui, les gestes vocaux professionnels. Moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire à travers cela. Et il y a comment il s'appelle Mustapha Saber qui a aussi commencé à explorer cette voie-là dans le giron de Marion Tellier et de Lucille Cadet. Et moi, je pense que dans une optique d'agir professoral telle qu'elle est explorée notamment dans le cadre des travaux de Francine Sicurel et de son équipe du DILTEC à la Sorbonne Nouvelle, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant dont on peut poursuivre l'exploration par rapport à cela. Alors, je n'ai pas noté quel était le troisième et le quatrième point, Dorothée, là, je ne sais plus. Ah oui. Comment on explique, comment on argumente, comment on convainc, comment on conteste, etc. Moi, j'ai de très nombreuses heures de corpus dont je n'ai absolument pas fini ni la transcription, ni la notation, ni l'analyse. Je pense que là, il y aurait beaucoup de travail. Mais en tout cas, bon, il existe aussi beaucoup de corpus oraux, je pense, qui sont mis à disposition. Moi, l'idéal serait d'ouvrir aussi à la communauté de chercheurs pour que chacun vienne y puiser son centre d'intérêt, selon son centre d'intérêt. Voilà. Et par rapport aux élèves, oui, bien sûr, je pense qu'il reste beaucoup à faire par rapport à cela. Et moi, quand je vous écoutais tout à l'heure, évidemment, ça fait écho, c'est évident. Mais alors, j'ai aussi une autre
une autre anecdote, j'ai peu été dans des classes en France. J'y étais il y a quelques années, mais j'ai beaucoup été, j'avais été engagée dans un projet de coopération avec une académie en Norvège pour la formation des enseignants norvégiens de FLE et des enseignants français de notre académie Grenoble d'anglais. Et donc, on s'est retrouvés à faire des va-et-vient, à faire des conférences, des séminaires et à observer les classes. Et alors, j'avais été très frappée. J'avais observé quelques classes de français avec des adolescents en Norvège et j'avais vraiment été très frappée par l'assurance avec laquelle ces élèves intervenaient en classe. Alors déjà, on n'avait pas du tout un aménagement spatial sous forme de bus. Voilà. Il y avait des tables individuelles, mais qui étaient assez mobiles. Les élèves eux-mêmes avaient une posture qu'on ne voit pas fréquemment, je pense, dans nos établissements scolaires. Il y en a qui étaient assis en tailleur, il y en a qui étaient assis... je pense que le réflexe d'un enseignant en France aurait été de dire « tiens-toi droit ». Et bien là, non, pas du tout. Il y avait vraiment des postures de confort, à l'aise. Ils avaient tous leur ordinateur ouvert, pas nécessairement sur le cours, mais ils écoutaient et ils intervenaient. Et ils intervenaient. Alors, je ne veux pas généraliser. J'ai observé quelques classes de FLE choisies d'une manière très spécifique et ciblée par nos partenaires, évidemment. Mais j'avais été très frappée par l'assurance avec laquelle ils s'exprimaient, indépendamment de la maîtrise de la langue française, notamment sur le plan morpho-syntaxique, sans aucune honte de faire des fautes, sans aucune honte de faire des loupés. Mais voilà, des personnes dans la classe qui s'estimaient tout à fait légitimes à intervenir et qui assumaient complètement leur rôle d'élève. Et c'était vraiment très intéressant. Voilà. Une des rares expériences que j'ai eues dans le monde scolaire, observant des interactions. Alors, est-ce qu'on a une dernière question ? Oui, non. Après cette matinée déjà hyper dense, hyper riche. Non, je pense qu'on va s'arrêter là en vous remerciant énormément pour tout ça. C'est vraiment hyper stimulant, je crois, pour tout le monde. Merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on va clore cette matinée. On se retrouve, j'espère,